Elena Rivas remarqua que ses mains tremblaient lorsque le directeur de la banque lui arracha le chèque des mains. Le montant, 820 000 réais. Sans hésiter, il apposa un tampon refusé, déchira la copie sous les yeux de tous et jeta les morceaux à la poubelle avec un mépris évident. Ricardo Morales venait de rejeter le document comme s'il ne valait rien. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ce geste irréfléchi allait marquer le début de la fin de sa carrière. Ce mardi matin avait pourtant commencé comme tous les autres pour Elena. Elle s'était levée à 5h30, avait préparé son café et s'était habillée avec un jean délavé et un haut en coton simple. Pas de bijoux, pas de maquillage élaboré. À 45 ans, elle savait que la vraie valeur n'avait pas besoin d'être affichée. Avant de se rendre à la banque, elle avait passé 3 heures au centre d'accueil du quartier Saint-José à servir le petit déjeuner aux sans-abri. L'odeur du savon à la noix de coco flottait encore sur sa peau lorsqu'elle poussa les portes vitrées de la banque Santista Premium, en plein centre-ville. L'intérieur était impeccable, sol en marbre beige poli, climatisation glaciale, chaises grises en simili-cuir. Tout était pensé pour impressionner. Elena serra la poignée de son vieux sac en tissu et s'avança vers la file d'attente. Devant elle, 3 personnes, un homme âgé en costume formel, une jeune femme absorbée par son téléphone, puis elle. Depuis un bureau vitré à l'étage, Ricardo Morales observait tout. Il avait 38 ans, les cheveux tirés en arrière, un costume bleu marine parfaitement ajusté et une cravate en soie italienne. Il était directeur de cette agence premium depuis 6 ans et tirait une grande fierté de son poste. Ses résultats trimestriels étaient menacés. Il subissait une forte pression pour attirer de gros comptes, des investisseurs sérieux. Il n'avait pas de temps à perdre avec ceux qu'il considérait comme des clients sans importance. Quand Elena arriva enfin au guichet, la caissière, Julia, l'accueillit avec un sourire poli et professionnel. Elena expliqua qu'elle voulait déposer un chèque. Julia le prit, jeta un œil au montant et écarquilla les yeux. 820 000 réais. Elle avala difficilement sa salive. « Madame, pour les dépôts supérieurs à 500 000, je dois appeler le directeur, » dit-elle en essayant de rester calme. « Veuillez patienter un instant. » Julia entra quelques informations dans le système, décrocha le téléphone interne et 3 minutes plus tard, Ricardo descendit les escaliers avec détermination. De loin, il vit Elena, vêtements modestes, aucune marque, un sac usé et des baskets abîmées. Son expression se durcit légèrement. Il s'était déjà fait une idée. « Vous êtes ici pour déposer ce chèque ?» demanda Ricardo, le tenant du bout des doigts, comme s'il était contaminé. Il ne lui proposa pas de s'asseoir. « Oui, » répondit Elena calmement, d'un ton ferme mais respectueux. « C'est un paiement d'une entreprise qui me devait de l'argent. » Ricardo lut le nom de l'entreprise, Almeida et Rocha Construction, une société bien connue dans la région. Mais le nom du bénéficiaire l'interpella. Elena Rivas. Son regard s'assombrit. Il consulta rapidement son profil dans le système. Un simple compte courant. Pas d'épargne. Pas de portefeuille d'investissement. Aucun bien déclaré. Les soldes dépassaient rarement 12 000 réais. « Que faites-vous dans la vie, Madame Elena ?» demanda-t-il en croisant les bras. « Je gère quelques affaires », répondit-elle sans s'étendre. Ricardo répéta ces mots avec un sourire moqueur. « Quelques affaires, hein ?» Il lui lança un regard dédaigneux. « Vous entrez ici avec des vêtements de seconde main, un sac qui ressemble à un don. Et vous voulez me faire croire qu'une entreprise de construction vous verse une telle somme ?» Le visage d'Elena resta calme, mais à l'intérieur, ses mots faisaient mal. Elle avait déjà croisé des hommes comme lui, trop souvent. « Le chèque est légitime. »« Vous pouvez contacter l'entreprise pour le vérifier, » répondit-elle, toujours maîtrisée. « Oh, je vais le faire !» dit-il en sortant son téléphone. Mais au lieu d'appeler, il continua à la fixer avec mépris. « Vous savez ce que je pense ? Je pense que cet argent n'est pas à vous. Peut-être que vous êtes l'assistante de quelqu'un, peut-être que ce chèque est tombé entre vos mains par erreur.
ou pire encore. Désormais, d'autres clients de la banque écoutaient. Julia, la caissière, était visiblement mal à l'aise. Elena inspira profondément. « Monsieur, je suis venu ici en toute bonne foi. Si vous avez des doutes, vérifiez auprès de l'émetteur, mais je vous demande de me parler avec respect. » Ricardo haussa la voix. « Vous croyez que j'accepte tous les chèques qu'on m'apporte? Vous savez combien de faux documents j'ai arrêtés? Vous pensez que je vais risquer ma réputation pour un chèque qui pourrait être volé? » Il l'agitait devant elle comme s'il était infecté. « Ce chèque pourrait être falsifié, faire partie d'une arnaque. Et je ne prends pas de risque pour des gens qui, clairement, n'ont rien à faire dans ce genre de transaction. » Chaque mot était une blessure. Elena resta immobile. Elle avait déjà entendu des paroles comme celle-ci, des années auparavant, quand elle avait tenté d'ouvrir son premier compte bancaire tout en nettoyant des bureaux la nuit. Quand elle avait demandé un petit prêt pour démarrer son activité et qu'on lui avait répondu avec les mêmes doutes, les mêmes regards, qui lui disaient qu'elle ne valait pas assez. « Donc vous refusez de le déposer ?» demanda-t-elle, la voix stable mais chargée de douleur. « Exactement », répondit Ricardo. Puis, sans la moindre hésitation, il fit l'impensable. Il déchira le chèque en deux, puis encore et encore, jusqu'à ce qu'il ne reste que des lambeaux. Il les jeta à la poubelle. « Vous pouvez partir. Ne revenez pas avec des documents qui ne sont pas fiables. » Un silence tomba sur la pièce. Julia poussa un cri étouffé. Le vieil homme dans la file marmonna quelque chose. Une jeune femme, discrètement, avait filmé la scène, sans intention de la diffuser. Elena ne bougea pas tout de suite. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle les chassa rapidement. Elle refusait de pleurer. Pas devant lui. « Très bien, » dit-elle d'une voix basse mais claire. « Vous n'avez pas seulement détruit un chèque, vous avez jeté quelque chose de bien plus précieux. » Elle se retourna et se dirigea vers la sortie. Ses jambes tremblaient, mais elle ne se pressa pas. Elle garda le dos droit, ouvrit la porte et sortit sous le soleil brutal de midi. De retour à son bureau, Ricardo s'assit avec un sourire satisfait. Julia regarda les morceaux de papier dans la poubelle et sentit son estomac se nouer. Mais elle ne dit rien. C'était lui le patron. Dehors, en marchant dans la rue, quelque chose s'éveilla en Elena. Ce n'était pas de la colère, ni de la vengeance. C'était plus fort, de la détermination. Elle avait passé 2 décennies à tracer son chemin, discrètement et avec constance. Elle n'avait jamais eu besoin d'attention ni d'approbation. Mais maintenant, il était temps d'arrêter de se cacher. Elle sortit son téléphone et passa un appel. Après quelques sonneries, quelqu'un décrocha. « Docteur Delgado, c'est Elena. Je voudrais fixer ce rendez-vous avec le conseil d'administration de la banque Santista. Oui, la proposition dont nous avons parlé. Je suis prête. Allons-y. » De retour dans son modeste appartement, celui où elle vivait depuis plus de 20 ans, Elena entra. Il avait 2 petites chambres, un salon simple et une cuisine vieillissante, mais toujours chaleureuse. Sur les murs, des photos retraçaient son parcours. Une jeune Elena, enceinte, tenant son diplôme. Une autre, berçant sa fille devant une maison modeste. Une autre encore, en tenue de femme de ménage, épuisée mais pleine d'espoir. Ricardo Morales ne comprendrait jamais ce que ces images représentaient. Elena avait grandi dans le dénuement. Son père posait des briques, sa mère cousait des vêtements. À 17 ans, elle tomba enceinte. Le père disparut. À 18 ans, elle élevait sa fille seule, avec seulement le soutien de sa mère. Puis, à 20 ans, elle perdit ses 2 parents dans un accident de voiture. Seule, avec un bébé, sans filet, sans famille. Elle avait toutes les raisons d'abandonner, mais elle ne l'a pas fait, parce qu'Elena avait quelque chose de plus fort que la chance, l'argent ou les privilèges. Elle avait la volonté de se relever, peu importe combien de portes se refermaient devant elle. Le parcours d'Elena avait commencé avec des emplois de ménage. Elle nettoyait des immeubles de bureaux de 6 heures du matin à 2 heures de l'après-midi. Après avoir récupéré sa fille Chiara à la crèche, elle repartait 7 fois pour nettoyer des maisons jusqu'à 8 heures du soir. Ses journées étaient longues et elle dormait rarement plus de 5 heures.
Les week-ends n'étaient pas faits pour se reposer non plus. Elle vendait des gâteaux et des encas au marché local, économisant chaque centime. Même les billets les plus froissés avaient un but, l'école de Chiara et un avenir sans misère. À 25 ans, après 3 années d'efforts acharnés, elle avait réussi à économiser 8000 réais. C'est alors qu'elle eut une idée. En nettoyant les bureaux d'une petite entreprise de construction, elle entendait souvent des plaintes. Les hommes en costume étaient frustrés. Il était presque impossible de trouver des agents d'entretien fiables. Ils payaient cher pour un service médiocre. C'est ainsi qu'Elena fonda sa première entreprise, Lirio Dorado Services. Au début, c'était seulement elle et 2 voisines. Elle nettoyait des chantiers, des bureaux d'ingénieurs et des bâtiments industriels. Leur atout? Toujours ponctuel, un travail soigné et une honnêteté irréprochable. Elena proposait des tarifs raisonnables, mais la qualité de leur service était remarquable. Au début, les bénéfices étaient maigres. L'entreprise survivait à peine. Chiara avait 7 ans et demandait souvent pourquoi sa maman ne venait jamais aux événements de l'école. Elena souriait, se mordait les lèvres et se promettait qu'un jour, tout serait différent. Elle travaillait 16 heures par jour. Elle négociait les contrats, rédigeait les devis et n'hésitait jamais à enfiler des gants pour nettoyer aux côtés de son équipe quand c'était nécessaire. À 28 ans, tout changea. Une grande opportunité s'offrit à elle. Almeida et Rocha Construction l'engagea pour assurer le nettoyage final d'un immeuble commercial de 12 étages. Le contrat valait 52 000 réais, la plus grosse somme qu'elle ait jamais vue. Elle termina le chantier en seulement 3 semaines, avec 2 jours d'avance. Le résultat fut si impressionnant que le propriétaire de l'entreprise, M. Almeida, l'appela personnellement. « Elena, tu as un vrai talent », lui avait dit M. Almeida. « Tu ne devrais pas te limiter au nettoyage. Tu as déjà pensé à développer ton entreprise ?» Cet appel téléphonique changea sa vie. M. Almeida devint un mentor. Il lui apprit à répondre aux appels d'offres, à comprendre le fonctionnement des marchés publics et à gérer une équipe. Elena absorba chaque enseignement avec attention. À 30 ans, elle avait 12 employés. À 32, 28. À 35 ans, Lirio Dorado était devenu un partenaire de confiance pour plusieurs mairies, des entreprises de construction et de nombreuses sociétés privées. Le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise dépassait 1,2 million de réais. Mais Elena resta humilde. Elle ne quitta jamais son modeste appartement. Elle ne portait pas de vêtements de luxe. La majeure partie de ses revenus était réinvestie dans l'entreprise, dans la scolarité privée de Chiara et dans une épargne à long terme. À 38 ans, elle fit un nouveau grand pas. Elle lança Humanitas Invest, une entreprise conçue pour soutenir les entrepreneurs locaux. Elena proposait des financements à des taux justes pour aider les petites entreprises à démarrer. Elle aida une voisine à ouvrir une boulangerie, soutint un jeune homme lançant un garage et investit dans une couturière qui rêvait de son propre atelier. Chaque personne remboursa sa dette et, plus important encore, chacun d'eux réussit. À 40 ans, Humanitas Invest détenait des parts dans 17 entreprises petites et moyennes. Elena n'était pas la seule propriétaire. Elle était une partenaire stratégique qui aidait les autres à se développer. Sa fortune personnelle dépassa discrètement les 3 millions de réais, mais elle le garda pour elle. Pas de voiture tape à l'œil, pas de dîner de luxe, pas de publication sur les réseaux sociaux pour exhiber sa richesse. Sa fille Chiara, aujourd'hui âgée de 22 ans, allait obtenir son diplôme en gestion. Elle était brillante, humble, et avait appris la vraie valeur de l'argent en voyant sa mère travailler dur pour chaque centime. Puis vint l'opportunité d'une vie. 8 mois plus tôt, Almeida et Rocha Construction cherchaient des investisseurs pour un projet immobilier haut de gamme dans le sud de la ville. Monsieur Almeida, aujourd'hui âgé de 70 ans et faisant confiance à Elena comme à une proche, lui proposa de participer en tant qu'investisseuse minoritaire. Elena tente sa chance et investit 800 000 réais. C'était risqué, mais elle croyait en ce projet. Le programme s'est vendu en seulement 7 mois. Les bénéfices furent considérables. Sa part du profit,
820 000 réais, le montant exact du chèque que Ricardo venait de réduire en miettes. Assise dans son petit salon sur le même vieux canapé qu'elle possédait depuis des années, Elena tenait son téléphone dans les mains. Le rendez-vous avec le docteur Delgado, son avocat et conseiller financier, était prévu pour le lendemain matin. Ce que Ricardo ignorait, ce qu'aucun employé de la banque Santista n'aurait pu imaginer, c'était la vérité qu'elle avait gardée pour elle. 3 mois plus tôt, la banque avait commencé à couler. Une série de décisions d'investissement hasardeuses de la direction précédente l'avait mise en difficulté. Il leur fallait de l'argent. Vite. Leur solution? Lever des fonds en vendant des débentures, des obligations privées offrant un rendement élevé en échange d'un capital urgent. Elena était intervenue discrètement et avait acheté pour 2,4 millions de réais de ces obligations. Elle était devenue la plus grande créancière privée de la banque. Cela signifiait qu'elle n'était pas seulement investisseuse, elle avait du pouvoir. Et comme l'avait souligné le docteur Delgado lors de leur analyse juridique, son contrat lui donnait le droit d'exiger des changements de direction en cas de faute grave avérée. Détruire un chèque valide d'un client et humilier publiquement ce client? Selon le contrat, cela constituait une faute grave, suffisante pour exiger des mesures. Et Elena était prête. Elle n'était pas animée par la vengeance. Ce n'avait jamais été son moteur. Ce qu'elle voulait, c'était quelque chose de plus profond, la justice. Et plus encore, elle voulait un changement. Pendant 20 ans, elle avait confié ses économies de toute une vie à cette banque. Désormais, elle espérait simplement qu'elle devienne un lieu où des personnes comme elle, des gens modestement vêtus mais porteurs d'une fierté silencieuse, soient traités avec dignité. Avant de quitter la banque ce jour-là, Elena avait réussi à récupérer les morceaux de son chèque déchiré. Elle l'avait fait discrètement, avec un petit coup de main. Julia, la caissière aux yeux doux et au cœur bienveillant, avait glissé les lambeaux dans une enveloppe quand Ricardo ne regardait pas. De retour chez elle, Elena disposa soigneusement les morceaux déchirés sur la table, les reconstituant comme un puzzle. Elle prit quelques photos avec son téléphone, puis rangea le tout dans une pochette plastique transparente. Une preuve simple et claire. Cette nuit-là, elle dormit à peine. Mais ce n'était pas à cause de la colère. C'était parce qu'elle était prête. Elle avait passé 23 ans à tout construire dans le silence. Maintenant, pour la première fois, elle se préparait à parler. Et quand Elena Rivas décidait de parler, même d'une voix douce, on l'écoutait. Le lendemain matin, le ciel au-dessus du centre-ville était dégagé. À 9 heures, Elena arrive au cabinet du docteur Delgado, avec 15 minutes d'avance, comme toujours. Elle portait un pantalon noir simple et un chemisier blanc impeccable. Aucun bijou, rien de distrayant. Dans sa main, seulement son sac en tissu et une pochette brune. Le docteur Delgado, un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux grisonnants et aux lunettes suspendues au col, connaissait Elena depuis plus de 10 ans. Ils s'étaient rencontrés lorsqu'elle était venue le voir pour l'aider à légaliser la première grande expansion de son entreprise de nettoyage. À l'époque, elle ne pouvait même pas payer l'intégralité de ses honoraires, mais il lui avait permis de régler en plusieurs fois, parce qu'il avait vu en elle ce qu'elle était, inarrêtable. « Elena, asseyez-vous », dit-il en désignant la chaise devant son grand bureau en bois. « J'ai reçu votre message hier. Il me semble qu'il s'est passé quelque chose de grave à la banque. » Elena ouvrit la pochette et la posa sur le bureau. Calmement, elle raconta tout, le chèque, les propos, l'humiliation, la manière dont Ricardo l'avait déchiré et jeté comme un vulgaire papier. Le docteur Delgado l'écouta attentivement, les mains jointes, l'expression de plus en plus tendue. « Il l'a déchiré juste devant vous ?» demanda-t-il stupéfait. « Oui », répondit Elena d'une voix posée. « Ensuite, il m'a dit que je n'avais pas l'air d'une personne qui devrait recevoir autant d'argent. » L'avocat retira ses lunettes et se frotta les yeux. Il soupira lentement. « Elena, ce n'est pas seulement un manque de respect, il y a des implications juridiques. »« Je sais que ça m'a blessé, » dit-elle. « Je sais que c'était injuste. »« C'est plus que ça, » poursuivit-il. « Vous êtes la plus grande créancière privée de la banque. Vous avez tout à fait le droit de demander une réunion exceptionnelle du conseil.
L'accord que vous avez signé en achetant leur débenture inclut une clause vous permettant d'intervenir en cas de mauvaise conduite susceptible de nuire à la réputation de la banque. Il sortit un épais dossier de son tiroir et feuilleta les pages jusqu'à trouver la clause recherchée. Quand vous avez investi 2,4 millions de réés il y a 3 mois, vous n'avez pas seulement sauvé la banque d'une crise de liquidité. Vous êtes devenu un pilier central de sa stabilité financière. Vos débentures représentent 17% de toute la dette privée. Le deuxième plus grand investisseur en détient à peine 8%. Elena le savait déjà, mais l'entendre à voix haute rendait les choses plus concrètes, plus réelles. « Quelles sont mes options ?» demanda-t-elle. « Vous pouvez demander officiellement une réunion avec le conseil, déposer une plainte écrite, demander une action immédiate. Les statuts de la banque précisent clairement que tout créancier détenant plus de 15% peut participer aux décisions exécutives lorsqu'il y a preuve d'une faute. Et le chèque déchiré, cela peut servir de preuve? Oui, acquiesça-t-il. Et nous avons Julia comme témoin. Si elle accepte de confirmer votre version, nous aurons un dossier solide. Elena inspira profondément. Elle ne cherchait pas à détruire une carrière, ce n'était pas son intention. Mais Ricardo devait comprendre les conséquences de ses actes, et la banque devait changer. Plus jamais personne ne devait se sentir rabaissé simplement en franchissant ses portes. « Allez-y, planifiez la réunion », dit-elle. Sa voix était douce mais ferme. Le docteur Delgado décrocha son téléphone et appela le président du conseil d'administration, Monsieur Lorenzo Navarro. La conversation fut brève, 8 minutes à peine. Lorsqu'il raccrocha, il leva les yeux vers Elena et lui adressa un petit sourire entendu. « La réunion est fixée. Demain à 10 heures, elle aura lieu dans la salle de conférence du président. Seront présents Monsieur Navarro, la directrice des opérations, Dr Isabelle Marquez et le directeur juridique, Dr Esteban Linares. Ricardo Morales sera également présent. » Elena sentit un nœud dans son estomac. Ce n'était plus une idée, c'était réel. Cet après-midi-là, elle retourna dans le quartier São José. Elle avait des choses à faire. À 15 heures, elle passa à la boulangerie de Madame Sanchez, une femme de 58 ans qui, 2 ans plus tôt, avait obtenu un prêt de Humanitas Invest. Aujourd'hui, la boulangerie était en pleine activité. Sanchez avait embauché 4 employés et livrait du pain frais à plusieurs marchés locaux. Elena observa avec une fierté silencieuse. Voilà à quoi servait le pouvoir, non pas à dominer, mais à élever les autres. « Elena, quelle belle surprise !» s'exclama Sanchez en souriant, s'essuyant les mains sur son tablier. « Entre donc. Je viens de sortir des petits pains au fromage du four. » Les 2 femmes s'assirent et discutèrent pendant près de 40 minutes. Sanchez parlait avec enthousiasme de l'agrandissement de la boulangerie, peut-être même l'ouverture d'un 2e point de vente un jour. Elena l'écoutait attentivement, offrait des conseils réfléchis, l'encourageait à aller jusqu'au bout. Elle ne mentionna rien à propos de la banque ou de Ricardo. Cet endroit, cette petite boutique bâtie sur des rêves et du travail acharné, était son sanctuaire. Un rappel du monde qu'elle contribuait à construire, une personne à la fois. À 17 heures, elle se rendit au centre d'accueil local. Le dîner devait être servi à 32 personnes ce soir-là. Elle passa un moment avec Monsieur Manuel, un homme de 70 ans vivant dans la rue depuis 6 ans. Malgré tout, il conservait une dignité discrète. Elle rencontra aussi Julia, une jeune fille de 19 ans qui avait quitté le domicile familial et tentait de repartir de zéro. Elena écouta son histoire sans jugement, lui offrant seulement chaleur et présence. Ce sont ces personnes qu'Elena voyait quand elle se regardait dans le miroir. Peu importait ce qu'elle avait sur son compte, elle n'oubliait jamais les nuits d'angoisse, les factures impayées, les moments de désespoir où elle ne savait pas comment nourrir sa fille le lendemain. À 20 heures, elle franchit la porte de son appartement. Chiara était à table, concentrée sur son ordinateur portable. Elle leva les yeux et sourit dès qu'elle vit sa mère. « Maman, tu as l'air tendue. Tout va bien ?»
Elena s'assit à ses côtés et lui expliqua doucement ce qui s'était passé. Dans les moindres détails, le visage de Chiara s'empourpra d'indignation. « Il a déchiré ton chèque? Tu es sérieuse? Tu dois l'attaquer en justice. » « Je ne cherche pas à poursuivre qui que ce soit, ma chérie, » répondit doucement Elena. « Ce que je veux, c'est qu'ils comprennent. Et je veux que la banque s'améliore. Mais maman, tu as le droit de parler. Tu peux faire bouger les choses. »« Je sais, » dit Elena avec un sourire calme, « et c'est exactement ce que je compte faire. Sans amertume, sans colère, mais avec justice. » Chiara serra sa mère dans ses bras. Elle comprenait. Après tout, elle avait grandi en voyant Elena pardonner à des entrepreneurs en difficulté qui ne pouvaient pas rembourser leurs prêts. Elle l'avait vue donner généreusement en silence, sans rien attendre en retour. C'était ça, Elena Rivas. Le lendemain matin, jeudi, elle se leva à 5 heures. Elle prit une longue douche et s'habilla soigneusement, enfilant son plus beau tailleur bleu marine, celui qu'elle réservait aux grandes occasions. Une touche de rouge à lèvres, un chignon soigné. À 9h30, elle se tenait devant le siège de la banque Santista, une imposante tour de 20 étages au cœur du quartier financier. Le docteur Delgado l'attendait dans le hall en marbre. « Vous êtes prête ?» demanda-t-il. « Je le suis », répondit-elle. Ils prirent l'ascenseur jusqu'au 18e étage. La salle de conférence du président était vaste et solennelle. Bois verni, grande peinture, vue sur toute la ville. 3 personnes étaient déjà présentes. Lorenzo Navarro, président de la banque, 65 ans, cheveux blancs et posture impeccable. À ses côtés, la Drey Isabelle Marquez, directrice des opérations, vêtue d'un tailleur gris ajusté et arborant une expression concentrée. En face d'elle, le docteur Esteban Linares, directeur juridique, calme et impassible derrière ses lunettes. Quand Elena entra, les 3 se levèrent. « Madame Elena Rivas, soyez la bienvenue », dit Lorenzo avec chaleur en lui tendant la main. « C'est un plaisir de vous rencontrer enfin. Nous savons combien votre soutien a été crucial pour le redressement de cette institution. » Elena serra sa main avec une assurance tranquille. « Merci de me recevoir, dit-elle, avant de s'asseoir à côté du docteur Delgado. » Lorenzo reprit place, joignit les mains et la regarda avec sérieux. « On nous a rapporté un incident troublant, survenu dans notre agence Premium il y a 2 jours, impliquant notre directeur, Monsieur Ricardo Morales. Avant d'aller plus loin, nous aimerions entendre votre version directement de vous. » Elena ouvrit sa pochette, sortit soigneusement la pochette plastique contenant le chèque déchiré et la posa sur la table. Puis, sans se presser, elle raconta son histoire. Elle parla pendant 12 minutes. Sa voix ne trembla pas une seule fois, mais chaque mot portait un poids incontestable. Elle raconta qu'elle revenait du centre d'accueil, comment elle avait été traitée dès son entrée, la suspicion, l'interrogatoire, le mépris, et enfin l'humiliation de voir son chèque être déchiré devant des inconnus. Alors qu'elle parlait, le visage de Lorenzo devint pâle. La Drey Isabelle serra les lèvres, visiblement en train de lutter pour contenir sa réaction. Le docteur Esteban prit des notes avec une inquiétude croissante, son expression se durcissant à mesure que les détails devenaient plus clairs. Quand Elena eut terminé, la pièce tomba dans un profond silence. Lorenzo se pencha en avant, le ton sincère. « Madame Elena, au nom de la Banco Santista, je tiens à dire à quel point nous sommes désolés. Ce que vous avez vécu est totalement inacceptable. »« Merci, » répondit-elle calmement. « Mais je ne suis pas venue ici pour des excuses. Je suis venue parce que je crois que cette institution peut être meilleure. Je suis venue parce que j'ai confié mon investissement à cette banque et parce que je sais que je ne suis pas la seule à avoir été traitée de cette manière. » La Drey Isabelle hocha la tête, puis la regarda droit dans les yeux. « Vous avez tout à fait raison, et si vous êtes d'accord, j'aimerais faire venir Monsieur Ricardo Morales à cette réunion maintenant. » Elle marqua une pause, puis ajouta doucement « Mais seulement avec votre permission. » Elena hocha silencieusement la tête. Elle n'eut pas besoin de parler, sa réponse était claire. La Drey Delgado posa délicatement une main sur son bras, un geste muet d'encouragement. Le docteur Esteban décrocha le téléphone interne et fit l'appel. «
3 minutes plus tard, la porte s'ouvrit. Ricardo Morales entra dans la pièce, marchant avec la même assurance pour laquelle il était connu. Son costume était impeccable, ses cheveux parfaitement coiffés. Mais en balayant la salle du regard, voyant les directeurs, Ladre Delgado et enfin Elena, ses pas ralentirent. Son regard croisa le sien, et à cet instant, il se figea. Tout le sang quitta son visage, sa bouche s'entr'ouvrit légèrement, ses yeux s'écarquillèrent. C'était elle, la femme du hall de la banque, celle dont il avait déchiré le chèque, et maintenant elle était là, assise dans la salle de conférence du président. « Monsieur Morales, veuillez vous asseoir », dit Lorenzo en désignant une chaise légèrement à l'écart des autres. Ricardo s'assit lentement, son assurance fondant peu à peu. Ses mains tremblaient sur la table. « Monsieur Morales », commença Lorenzo d'un ton calme et mesuré, « nous sommes ici aujourd'hui à cause d'un incident grave survenu dans votre agence il y a 2 jours, impliquant Madame Elena Rivas. » Ricardo déglutit avec difficulté. Il ouvrit la bouche, mais sa voix n'était qu'un souffle. « Je peux expliquer. »« Pouvez-vous expliquer ?» interrompit vivement Ladre Isabelle. « Pourquoi vous avez détruit un chèque valide d'un montant de 820 000 réais juste devant une cliente ?» Son ton était tranchant. « Pouvez-vous expliquer, poursuivit-elle, pourquoi vous avez accusé cette même cliente de fraude sans vérifier les faits? Pouvez-vous expliquer la façon dont vous l'avez traitée en public uniquement à cause de sa tenue ?» Ricardo tourna la tête vers Elena. Pour la première fois, il la regarda vraiment, au-delà des vêtements simples, au-delà du sac modeste. Il vit la force tranquille dans sa présence, la grâce dans sa posture, le respect de soi dans son regard. Et à ce moment-là, il comprit la vérité. Il avait commis une erreur terrible, impardonnable. Je pensais, enfin, la somme était très élevée et elle paraissait modeste, balbutia-t-il. Et cela vous donnait le droit de détruire son chèque ? Demanda le docteur Esteban en levant les yeux au-dessus de ses lunettes. Depuis quand l'apparence d'un client justifie-t-elle qu'on déchire un document financier? Ricardo baissa la tête. Il ne put répondre. Lorenzo ouvrit un dossier devant lui. En attendant votre arrivée, nous avons examiné votre dossier. Ce n'est pas la première fois qu'un tel incident se produit. Au cours des 18 derniers mois, 3 plaintes ont été déposées contre vous, toutes concernant un comportement inapproprié envers des clients que vous estimiez ne pas correspondre au profil premium. L'estomac de Ricardo se serra. Il s'en souvenait. La femme âgée venue investir son héritage, le jeune entrepreneur venu demander un prêt professionnel, l'homme en vêtements usés qui avait gagné à la loterie et voulait ouvrir un compte. Tous avaient été écartés, tous jugés sur leur apparence. Ces dossiers ont été classés faute de preuves suffisantes, poursuivit Lorenzo. Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, nous avons des preuves irréfutables. Le chèque déchiré, un témoin direct et surtout une cliente qui n'est pas n'importe quelle cliente. Ricardo leva les yeux confus. « Cliente ?» répéta-t-il. « Vous voulez dire ?» Ladre Isabelle reprit la parole, la voix mesurée mais ferme. Monsieur Morales, Madame Elena Rivas n'est pas simplement une cliente. Elle détient 2,4 millions de réais en débentures dans cette banque. En réalité, elle est notre plus grande investisseuse privée. Quand vous avez déchiré ce chèque, vous n'avez pas seulement insulté une cliente, vous avez manqué de respect à la femme qui a aidé cette banque à sortir de la crise il y a à peine 3 mois. Ricardo sentit l'air quitter ses poumons. C'était comme si le sol s'était ouvert sous ses pieds. 2,4 millions de réais. La femme qu'il avait moquée, doutée, méprisée, était une millionnaire. Et plus encore, une figure essentielle à la survie de la banque. Je ne savais pas, murmura-t-il. Vous n'étiez pas censé le savoir, dit Elena, prenant la parole pour la première fois depuis son entrée. Sa voix était claire et posée, pas en colère, simplement ferme. Vous ne devriez pas avoir besoin de connaître le solde d'un compte pour traiter quelqu'un avec respect. Vous ne devriez pas avoir besoin de voir des vêtements de luxe ou un nom prestigieux. Le respect ne devrait pas dépendre de la richesse. C'est quelque chose que tout être humain mérite, sans exception.
Ces mots le frappèrent comme des coups. Ricardo resta silencieux, bouleversé. Au fond de lui, il savait qu'elle avait raison. Il l'avait toujours su. Mais à force de courir après les chiffres, le prestige et les clients qui avaient l'air importants, il s'était aveuglé. Il se force à parler. « Madame Elena, je suis tellement désolé. Ce que j'ai fait est profondément mal. Je vous ai jugé injustement. Je vous ai traité d'une manière que personne ne mérite. » Elena le regarda longuement. Une partie d'elle voulait tourner la page, accepter les excuses et s'en aller. Mais une autre partie, celle qui se souvenait encore des épreuves, de la douleur, des nuits de doute, savait que les mots seuls ne pouvaient effacer les blessures. « Monsieur Ricardo, dit-elle doucement, j'entends vos excuses, mais il y a quelque chose que vous devez comprendre. Il y a 23 ans, je suis entré dans une banque comme femme de ménage, simplement pour ouvrir mon premier compte. Et j'ai été traité exactement comme vous m'avez traité il y a 2 jours, avec méfiance, jugement et condescendance. Savez-vous ce que cela m'a fait? Cela m'a presque brisé. Cela m'a fait douter de ma place dans ce monde, me demander si j'avais vraiment un avenir. » Ricardo baissa la tête. Ses mains tremblaient sur ses genoux. Il ne tente pas de parler. Il écouta simplement. « Mais je n'ai pas abandonné, poursuivit Elena. J'ai construit quelque chose à partir de rien. J'ai aidé d'autres à atteindre leurs objectifs. Aujourd'hui, j'emploie directement 142 personnes, et bien plus encore indirectement. Et rien de tout cela n'aurait existé si j'avais laissé des moments comme celui-là me définir. » Elle fit une pause, laissant le silence imprégner ses mots. « Mais combien de personnes, elle, abandonnent ?» demanda-t-elle calmement. « Combien entrent dans une banque, fières, honnêtes, déterminées, et sont traitées comme si elles n'avaient pas leur place, simplement parce qu'elles n'en ont pas l'apparence? Combien de rêves sont brisés avant même de commencer à cause du jugement superficiel de quelqu'un ?» La salle resta muette. Les yeux de Lorenzo Navarro brillèrent. Ladré Isabelle cligna des yeux rapidement et essuya discrètement le coin de son œil. Le docteur Esteban cessa de taper, écoutant en silence. Et pour la première fois en 6 ans de direction d'agence, Ricardo comprit vraiment la gravité de ses actes. « Monsieur Morales, dit Lorenzo en retrouvant son calme, avec effet immédiat, vous êtes suspendu de vos fonctions pendant 30 jours sans salaire. Pendant cette période, vous devrez suivre une formation obligatoire sur l'éthique, les relations clients et le service inclusif. Ensuite, votre conduite sera réévaluée. S'il y a la moindre plainte supplémentaire, vous serez licencié pour faute grave. Est-ce clair? » « Oui, monsieur, » répondit Ricardo d'une voix tremblante. « Vous pouvez partir ?» Ricardo se leva lentement. Il regarda Elena une dernière fois et murmura « Je suis désolé. » Puis il quitta la pièce, les épaules affaissées, la fierté brisée, mais peut-être pour la première fois, voyant le monde autrement. La porte se referma derrière lui. Pendant quelques longues secondes, personne ne parla. Puis Lorenzo expira profondément, ôta ses lunettes et les essuya avec un mouchoir. Quand il reprit la parole, sa voix resta posée, mais portait désormais quelque chose de plus, une forme d'humilité. « Madame Elena, commença-t-il, je tiens à vous présenter à nouveau mes plus sincères excuses. Monsieur Morales sera sanctionné comme il se doit. Mais, si vous me le permettez, j'aimerais parler de quelque chose de bien plus grand qu'une simple erreur d'employé. » Elena hocha la tête, intriguée. Lorenzo se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, regardant la ligne d'horizon. La ville s'étendait sous eux, vivante, pleine de gens, d'histoires, d'efforts et de luttes. Cette banque existe depuis plus d'1 siècle. Elle a été fondée par mon grand-père en 1913. Je suis la 3e génération à la diriger, et même si nous avons toujours été fiers de notre réputation et de notre solidité, quelque part en chemin, nous avons perdu quelque chose. Il se retourna vers la table, posant doucement ses mains sur le dossier de sa chaise. Quand j'ai pris la direction il y a 8 ans, j'ai hérité d'une banque parfaite sur le papier, rentable, efficace, mais sans âme. Les clients étaient traités comme des numéros de compte. Les employés étaient fatigués, déconnectés.
Et des personnes comme vous, celles qui avaient bâti leur réussite de leurs propres mains, étaient souvent ignorées ou traitées froidement. La Drée Isabelle intervient, le ton sincère mais teinté de frustration. Nous avons essayé de changer cela. Nous avons lancé des formations sur l'empathie, des ateliers sur l'expérience client, des programmes de diversité. Mais la vérité, c'est que rien de tout cela n'a fonctionné. Parce que le problème ne vient pas des formations, il vient de la mentalité, de la culture, de cette croyance selon laquelle la valeur d'une personne se mesure à son apparence et non à son caractère. Le docteur Esteban ajouta en faisant défiler des notes sur sa tablette: « Les données le confirment. Rien que ces 2 dernières années, nous avons perdu 340 clients au profit d'autres banques. Et en analysant leur retour, une chose est devenue évidente. Beaucoup se sont sentis ignorés, jugés ou mal accueillis, et la grande majorité, 82%, étaient des gens comme vous, des personnes discrètement prospères, des entrepreneurs partis de rien, des autodidactes humbles mais intègres. » Elena écouta en silence. Elle ne s'attendait pas à cela. Elle pensait que la réunion se terminerait par un simple avertissement pour Ricardo et un remerciement poli. Mais c'était plus profond. Il parlait non pas d'un incident, mais d'un changement de culture. Lorenzo reprit sa place et la regarda droit dans les yeux. « Madame Elena, je ne vous ai pas invitée ici uniquement pour régler ce qui s'est passé à l'agence. Je vous ai invitée parce que je crois que nous avons besoin de votre voix. » « Ma voix ?» demanda-t-elle, surprise. « Oui, » répondit Lorenzo. « Vous avez tout construit par votre propre effort. Vous avez surmonté les préjugés, les épreuves, et bien plus d'obstacles que la plupart des gens n'en connaîtront jamais. Et pourtant, vous êtes restée simple, généreuse et profondément attachée à votre communauté. » La Drée Isabelle se pencha légèrement en avant. « Madame Elena, nous sommes au milieu d'une transformation complète, pas seulement financière mais philosophique. Nous voulons redonner à la banque son véritable rôle, celui d'un lieu qui élève les gens, qui ouvre des portes et qui traite chaque personne avec respect. » Elena écouta attentivement. « Et comment puis-je vous aider à faire cela ?» demanda-t-elle. Lorenzo ouvrit un dossier et fit glisser quelques documents sur la table. « Nous aimerions vous inviter à rejoindre notre conseil consultatif des clients. Il est composé de 12 personnes venues d'horizons différents. Elles se réunissent chaque trimestre pour examiner les pratiques de la banque, signaler les problèmes et proposer des solutions. Votre expérience serait précieuse. » Elena parcourut les documents. Le rôle y était clairement défini. Responsabilité, engagement en temps et même une modeste indemnité. Elle hésita. « Je n'ai pas de formation officielle en finance. Je suis simplement une entrepreneuse autodidacte. » « C'est exactement pour cela que nous avons besoin de vous, » répondit la Drée Isabelle. « Nous n'avons pas besoin de plus de gens qui parlent en termes financiers complexes. Nous avons besoin de personnes qui savent ce que c'est que de partir de zéro, d'entrer dans une banque avec espoir et d'être accueillis avec respect. Nous avons besoin de personnes qui comprennent ce que signifie la dignité concrètement. » Le docteur Esteban hocha la tête en silence, croisant son regard avec une profonde estime. « De plus, » poursuivit Lorenzo, « en tant que notre plus grande créancière privée, vous avez déjà une influence sur l'orientation de cette institution. Cette invitation vous offrirait simplement une voix officielle, une voix capable d'inspirer un vrai changement. » Elena se tourna vers le docteur Delgado, resté silencieux pendant toute la discussion. Il lui adressa un léger signe d'encouragement. « Puis-je avoir quelques jours pour y réfléchir ?» demanda-t-elle. « Bien sûr », répondit Lorenzo avec un sourire. « Mais avant que vous ne décidiez, j'aimerais vous présenter quelqu'un. » Il prit le téléphone interne et passa un bref appel. 2 minutes plus tard, la porte s'ouvrit. Julia, la jeune caissière de l'agence, entra, nerveuse mais déterminée, tenant une enveloppe dans la main. « Entre, Julia, » dit Lorenzo avec bienveillance. « N'aie pas peur. » Elle avança lentement, croisant le regard d'Elena. Des larmes lui montèrent aux yeux lorsqu'elle parla. « Madame Elena,
Je suis tellement désolé de n'avoir rien dit ce jour-là. J'avais peur de perdre mon travail. Je suis resté figé. Mais je veux que vous sachiez, j'ai vu ce qui s'est passé et je savais que c'était mal. Elena se leva et lui prit les mains. Tu m'as aidé bien plus que tu ne le penses. Avoir conservé les morceaux du chèque, c'était un acte de courage. Merci. Julia essuya ses larmes et lui tendit l'enveloppe. Quand j'ai appris que vous veniez aujourd'hui, j'ai écrit ceci. À l'intérieur, il y a les noms et les contacts de 7 clients qui ont vécu des choses similaires. J'ai parlé à chacun d'eux hier soir. Ils m'ont donné la permission de partager leurs histoires avec vous, au cas où vous voudriez agir. Elena ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, 7 pages manuscrites, chacune racontant une histoire d'humiliation, de méfiance et de rejet. Une femme de 53 ans qui avait voulu investir son épargne retraite. Un jeune homme qui avait hérité d'une somme d'argent et avait été traité comme un fraudeur. Un couple âgé transférant toutes leurs économies de vie. Tous avaient été jugés sur leur apparence, pas sur leur valeur. La Drae Isabelle se tourna vers Julia. Nous aimerions vous inviter officiellement à rejoindre notre conseil consultatif des clients en tant que représentante des employés de première ligne. Seriez-vous d'accord? Les yeux de Julia s'écarquillèrent. Moi, je ne suis qu'une caissière. Justement, répondit Lorenzo, vous voyez des choses que nous ne voyons pas. Vous avez eu le courage de rassembler ces témoignages, même au risque de votre poste. C'est ce genre de leadership dont nous avons besoin. Julia regarda chacun d'eux, puis se tourna vers Elena. Sa voix tremblait. « J'accepte !» Elena sentit quelque chose changer en elle. Ce n'était plus seulement à propos de ce qui lui était arrivé. C'était bien plus grand. Il s'agissait de construire quelque chose qui lui survivrait. Quelque chose qui pourrait protéger les autres. Elle se rassit et regarda chaque personne autour de la table. « Je rejoindrai le conseil, dit-elle, mais j'ai des conditions. »« Nous écoutons, » répondit Lorenzo, toute son attention tournée vers elle. « Premièrement, commença Elena, la formation de Ricardo ne doit pas être un cas isolé. Tous les directeurs et superviseurs de cette banque doivent la suivre, sans exception. » La Drae Isabelle acquiesça, déjà en train de noter. « D'accord. » Deuxièmement, poursuivit Elena, je veux un système de signalement anonyme, géré par une entité indépendante, un endroit où les clients et les employés peuvent parler de mauvais traitements sans craindre de représailles. Le docteur Esteban répondit sans hésiter, absolument nécessaire et réalisable. Et troisièmement, ajouta-t-elle d'une voix ferme, une partie des bénéfices annuels de la banque doit être consacrée à un fonds de microcrédit pour aider les petits entrepreneurs qui ont du potentiel mais pas de capital, des gens comme moi autrefois. L'expression de Lorenzo s'adoucit. Non seulement c'est accepté, dit-il, mais ce fonds portera votre nom, le fonds Elena Rivas. Elena sentit un nœud se former dans sa gorge. 23 ans de difficultés, des années à construire dans l'ombre, à se prouver sans cesse. Et maintenant, son nom serait lié à un avenir d'opportunité, pour des rêveurs qui n'avaient besoin que d'une chance. 3 semaines passèrent, le changement avait commencé. Pas bruyamment, pas dans les journaux, mais de façon réelle et visible. Ricardo Morales purgeait sa suspension. Chaque matin, de 8h à midi, il suivait des séances intensives de formation. Non pas de la théorie, mais des histoires humaines vécues. Un jour, une femme de 62 ans parla de la façon dont elle avait bâti une chaîne de salons, mais avait été humiliée à plusieurs reprises en voulant ouvrir des comptes professionnels. Ricardo écouta, et pour la première fois depuis des années, il pleura. Il pleura parce qu'il la voyait, et en elle, il voyait toutes les personnes qu'il avait méprisées. Lors de la 3e semaine, Ricardo demanda à prendre la parole. Il fit une présentation à la classe, non pas défensive, mais sincère. Il admit ses fautes. Il expliqua ce qu'il avait appris, et il créa un guide destiné aux autres directeurs pour leur montrer comment éviter les mêmes erreurs. Son discours fut si honnête, si puissant, que la Drae Isabelle en fit une partie officielle de la formation pour toutes les futures recrues.
Pendant ce temps, Elena resta loin des projecteurs. Elle travaillait en silence, comme elle l'avait toujours fait. Elle alla voir chacun des 7 clients dont Julia avait parlé dans ses lettres. Elle les écouta, vraiment écouta, et elle s'assura qu'ils sachent qu'ils n'étaient plus seuls. Plus jamais. 3 d'entre eux acceptèrent de revenir à la banque après avoir reçu la garantie qu'ils seraient traités avec dignité. 2 autres choisirent de rester dans d'autres institutions, mais exprimèrent leur gratitude pour le geste. Les 2 derniers restaient indécis. Le système de signalement anonyme fut lancé et en 2 semaines seulement, reçut 43 signalements. Certains étaient suffisamment graves pour entraîner des licenciements, tandis que d'autres furent résolus par le dialogue et la compréhension mutuelle. Chaque dossier fut traité avec soin et pris au sérieux. Le fonds de microcrédit Elena Rivas débuta officiellement avec une contribution initiale de 500 000 réais de la part de la banque. Le premier bénéficiaire fut un jeune homme de 24 ans qui rêvait d'ouvrir son propre atelier de réparation automobile. Il reçut 30 000 réais à des conditions équitables. Elena suivit personnellement ses progrès. Le 30e jour, Ricardo revint à la banque. Cette fois, non pas en tant que directeur de l'agence Premium, mais comme coordinateur du service client dans une agence communautaire située dans un quartier populaire. Son nouveau poste s'accompagnait d'une réduction de salaire de 25%. Ses responsabilités avaient changé. Il travaillait désormais avec des gens ordinaires, ouvriers, petits entrepreneurs et personnes qui débutaient leur parcours. Le premier jour, une femme âgée entra pour ouvrir un compte d'épargne. Elle portait un uniforme de femme de ménage, ses mains marquées par des années de dur labeur. Ricardo sentit un nœud dans sa gorge. Il pensa à Elena. « Bonjour madame », dit-il en se levant et en tirant une chaise pour elle. « Je m'appelle Ricardo. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» La femme, surprise par sa gentillesse, lui sourit. Ils parlèrent pendant 20 minutes. Ricardo prit le temps d'expliquer chaque détail avec patience, sans se presser ni la juger. Lorsqu'elle partit, elle le remercia 3 fois. Ce soir-là, Ricardo appela Elena. Elle lui avait laissé son numéro au cas où il aurait un jour besoin de parler. « Madame Elena, ici Ricardo Morales. Je sais que je n'ai aucun droit sur votre temps, mais je voulais vous dire quelque chose. »« Allez-y, » répondit-elle doucement. « Aujourd'hui, j'ai aidé ma première cliente dans la nouvelle agence. C'était une femme de ménage qui voulait ouvrir un compte d'épargne. Pendant que je lui parlais, j'ai pensé à vous. J'ai pensé à toutes les personnes que j'ai maltraitées, et j'ai enfin compris à quel point j'avais eu tort. Pas seulement ce jour-là, mais tout au long de ma carrière. » Sa voix trembla. « Je ne demande pas pardon. Je sais que je ne le mérite pas. Mais je veux que vous sachiez que je fais de mon mieux pour changer. Je veux tirer le meilleur parti de cette seconde chance. » Elena prit une profonde inspiration. « Ricardo, nous faisons tous des erreurs. J'en ai fait moi aussi. Ce qui compte, c'est ce que nous décidons de faire après. Continuez à grandir, continuez à apprendre. Et quand vous croiserez quelqu'un qui vous rappellera un peu qui j'étais, souvenez-vous, on ne peut pas juger une personne à son apparence. Merci, Madame Elena, sincèrement. » Quand l'appel prit fin, Ricardo ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, la paix. Ce n'était pas la fin de l'histoire, mais un vrai nouveau départ, empreint d'espoir. Ce soir-là, Elena dîna avec Chiara. Sa fille, proche de l'obtention de son diplôme, avait une grande nouvelle. « Maman, j'ai reçu une offre d'emploi. C'est de la Banco Santista. Ils veulent que je rejoigne le département d'inclusion financière pour aider à gérer le programme de microcrédit. » Le visage d'Elena s'illumina d'un sourire fier. « Et tu vas accepter ?» « Oui, mais seulement parce que je crois que ce n'est plus la même banque. C'est un endroit nouveau, et c'est grâce à ma mère qu'il a changé. » Elles trinquèrent avec des verres remplis de jus d'orange. Pas besoin de vin cher ni de luxe. Ce qu'elles partageaient valait bien plus, un sens, de la dignité et la satisfaction de contribuer à quelque chose de vrai. 6 mois plus tard, par un samedi matin ensoleillé, Elena descendit la même rue où son aventure avec la Banco Santista avait commencé.
Elle portait les mêmes vêtements simples et le même vieux sac. En apparence, elle n'avait pas changé, mais le monde autour d'elle, oui. Devant la banque, une nouvelle enseigne avait été installée. Institution engagée pour le respect et l'inclusion. Ce n'était pas qu'un slogan, c'était la preuve d'un vrai changement. En entrant, Elena fut accueillie par Julia, désormais promue superviseur du service humanisé. La jeune femme la salua avec un large sourire. « Madame Elena, quelle belle surprise! Vous venez pour la réunion du conseil ?»« Oui, » répondit Elena avec un doux sourire. « Mais d'abord, je voulais voir comment tout se passe. » Julia la guida à travers l'agence, lui montrant les lieux. Les changements n'étaient pas voyants, mais ils disaient tout. Les murs affichaient désormais des posters encourageant la gentillesse et la compréhension. Le personnel saluait chaque visiteur par son nom, traitant chacun comme une personne, et non comme un numéro. La salle d'attente avait été améliorée avec des sièges confortables, et une petite table offrait désormais café et biscuits gratuits. « Les gens l'ont remarqué », dit Julia avec fierté. « Notre indice de satisfaction client est passé de 62% à 89% en 6 mois. Et devinez quoi, 120 anciens clients sont revenus. » Le sourire d'Elena s'élargit. Les chiffres étaient impressionnants, mais ce qui comptait vraiment, c'était les vies derrière eux. À l'étage, le conseil consultatif se réunissait. Un groupe de 12 personnes issues de tous horizons. Il y avait des chefs d'entreprise, des jeunes adultes, des retraités et des travailleurs, des gens ayant vu le monde sous bien des angles et porteurs d'histoires précieuses. Lorenzo Navarro ouvrit la séance avec des résultats encourageants. Le fonds Elena Rivas avait déjà aidé 37 petits entrepreneurs. Aucun n'avait manqué un seul remboursement. Chacun remboursait ce qu'il avait emprunté grâce à un traitement équitable et à un accompagnement de proximité. « Nous avons une nouvelle idée », annonça Lorenzo. « Doublons la taille du fonds et lançons un programme de mentorat. Des entrepreneurs expérimentés, comme Madame Elena, pourraient guider ceux qui débutent. » La proposition fut accueillie par des applaudissements enthousiastes. Elena était visiblement émue. Après la réunion, elle redescendit au rez-de-chaussée. Là, elle vit Ricardo aider un homme âgé à comprendre ses options de retraite. Ricardo était calme et patient, utilisant des mots simples et un ton rassurant. Quand ils eurent terminé, l'homme lui serra la main avec un sourire reconnaissant. « Merci, mon garçon. C'était très aimable de votre part. » Ricardo aperçut Elena et s'approcha d'elle. « Madame Elena. »« Comment ça va, Ricardo ?»« Tout a changé. Pour le mieux. Avant, je pensais que mon travail consistait à courir après les gros clients et l'argent facile. Mais je vois maintenant que je me trompais complètement. »« Une banque doit servir tout le monde, » dit doucement Elena, « sans exception. Et votre famille, comment vit-elle tout ça ?» demanda-t-elle. « Ça a été difficile au début, » admit Ricardo. « Ma femme s'inquiétait du salaire plus bas. Mais quand je lui ai expliqué la vérité et ce que j'ai appris, elle m'a soutenu entièrement. Elle m'a dit qu'elle préférait avoir un homme honnête, avec la conscience tranquille, plutôt qu'un patron arrogant qui s'est perdu. Elle semble être une femme de grande sagesse. Elle l'est. Et le plus étrange, c'est que je suis plus heureux maintenant. Je gagne moins, mais je dors mieux. Je respecte la personne que je vois dans le miroir. » Elena posa doucement une main sur son épaule. « C'est ça qui compte vraiment, Ricardo. Ne t'arrête pas. » En sortant, Elena s'arrêta un instant sur le trottoir. Elle regarda le bâtiment, observant les gens aller et venir. Certains portaient des costumes élégants, d'autres des uniformes de travail. Certains avaient des mallettes brillantes, d'autres de simples sacs à l'épaule. Mais désormais, chacun recevait le même traitement, avec équité et respect. Son téléphone vibra. Un message de Chiara apparut. « Maman, nous venons d'approuver notre premier prêt. Une femme de 51 ans qui ouvre un snack. Elle a pleuré en signant les papiers. Elle a dit que c'était la première fois que quelqu'un croyait en elle. Maintenant, elle a une vraie chance. Merci d'avoir rendu cela possible. » Elena lut le message une fois, puis une deuxième, et encore une fois. Ses yeux se remplirent de larmes, non pas de douleur, mais de joie.
des larmes qui parlaient de sens, d'une vie vécue avec un but. Elle se dirigea vers le refuge local, prête à aider à servir le déjeuner à 50 personnes ce samedi-là. En chemin, elle passa devant 3 petites entreprises qui étaient désormais la preuve vivante de l'impact qu'elle avait eu. Il y avait la boulangerie de Donna Sanchez, qui comptait maintenant 2 établissements. Le garage de Marcos, employant 6 ouvriers, et la boutique de vêtements de Donna Maria, dont les créations faites à la main étaient expédiées dans 2 autres régions. Chaque vitrine représentait plus qu'une entreprise. C'était une vie transformée. Et chaque vie changée faisait partie de l'héritage grandissant d'Elena. Lorsqu'elle arriva au refuge, elle fut accueillie par Monsieur Enrique Lopez, un homme de 70 ans qui avait passé des années dans la rue. Il souriait, sans dents, mais plein de chaleur. « Madame Elena, j'ai entendu dire que vous étiez devenue conseillère bancaire. Plutôt chic, hein ?» Elle rit doucement. « Toujours moi, Monsieur Enrique Lopez, juste avec un peu plus de responsabilité. »« Vous l'avez bien mérité, Madame Elena. Vous avez toujours traité tout le monde de la même façon. Peu importe qu'on ait rien ou tout, vous nous avez toujours vus comme vos égaux. » Cette simple vérité signifiait tout pour elle. Elena n'avait jamais cherché à se faire remarquer. Elle voulait seulement que chacun soit vu et traité avec dignité, peu importe qui il était. Plus tard dans la soirée, de retour chez elle, elle ouvrit son journal, une habitude silencieuse qu'elle gardait depuis ses 18 ans, et commença à écrire. « 6 mois se sont écoulés depuis le jour où ils ont déchiré mon chèque en 2. J'aurais pu riposter, détruire l'homme responsable. J'aurais pu porter plainte, contacter la presse, ruiner sa carrière. Mais j'ai choisi un autre chemin. J'ai choisi de transformer la douleur en quelque chose d'utile, de transformer ce moment de honte en un avenir sur lequel d'autres pourraient construire. Aujourd'hui, des centaines de personnes ont accès à des opportunités que je n'ai jamais eues. C'est ça, la vraie force. Non pas abattre les autres, mais créer un monde où moins de gens sont laissés de côté. Elle referma doucement le journal et regarda par la fenêtre. La lumière de la lune baignait le quartier d'une lueur paisible. Les mêmes rues où elle avait élevé Chiara. Les mêmes maisons modestes. Mais à présent, l'air semblait différent, comme si l'espoir vivait ici aussi. Elena Rivas resterait celle qu'elle avait toujours été. Ses vêtements resteraient les mêmes, simples mais propres. Son vieux sac en toile pendrait toujours à son épaule. Car la vraie valeur n'a jamais dépendu de l'apparence. Elle vient de ce que nous sommes, de la manière dont nous tenons bon, et de ce que nous laissons derrière nous. Et l'héritage d'Elena ne faisait que commencer. Avez-vous déjà vécu un moment qui a mis votre dignité à l'épreuve? Partagez votre expérience dans les commentaires. Et si vous croyez encore que le respect peut changer le monde, laissez un like pour soutenir ce message.